Les dernières nouvelles du champ de bataille. On a appris que le Hezbollah, en utilisant des drones FPV, a frappé 3 batteries du dôme de fer. Et qu'est-ce qu'on peut encore tirer comme enseignement du combat entre le Hezbollah et Israël? Eh bien, ces vidéos étaient impressionnantes. Évidemment, ces batteries se trouvent à l'intérieur de la Palestine occupée, ce qui veut dire que le Hezbollah fait voler ses drones FPV sur des dizaines de kilomètres. Je ne crois pas qu'on ait déjà vu ça ailleurs, dans une autre zone de combat, ni chez les Ukrainiens, ni chez les Russes. Et ils frappent ces batteries, ainsi que d'autres sites militaires. On a aussi vu des vidéos tournées par des colons dans ces localités du Nord, montrant qu'il y a des câbles tendus au-dessus de leurs maisons ou à côté de leurs voitures. Ils ont compris qu'une opération avait eu lieu la nuit précédente, tout près de chez eux. On a aussi vu la colonie sioniste de Naqoura, du côté palestinien, pas la Naqoura du Liban. On a vu des vidéos montrant comment ce drone FPV volait à l'intérieur de la base israélienne, traquant des soldats et les frappant réellement. On a également vu une vidéo publiée hier par le Hezbollah, en commémoration de l'accord du 17 mai 1983, après qu'Israël a occupé Beyrouth et installé un président collaborateur, Pierre Gemayel. Il avait signé, le 17 mai 1983, un accord de reddition. En gros, ils ont diffusé cette vidéo pour montrer au gouvernement libanais, qui négocie en ce moment avec les sionistes à Washington, que cet accord ne passera pas. Peu importe ce qu'ils signent, ça n'aura aucune valeur. Et cette vidéo était impressionnante. C'était une compilation de toutes les opérations du Hezbollah contre la forteresse de l'occupation israélienne dans la région de Bayada, au sud du Liban, sur la côte. Vous savez, c'est un village vraiment occupé, transformé en base pour tout leur commandement de la zone côtière. Le Hezbollah a montré une série d'environ 8 attaques contre ce centre de commandement menées par différents drones FPV, et à la fin, on voit comment les Israéliens ont fui la base, l'ont abandonnée, laissant un drapeau israélien flotter sur place. Et un drone FPV arrive et fait tomber ce drapeau. Ce que les Israéliens affrontent dans le sud du Liban est sans précédent. D'après leurs propres évaluations, environ 80% de leurs opérations ont dû être interrompues. Et ils ne se déplacent plus pendant la journée. Des ordres ont été donnés à tous les soldats sionistes de ne pas se déplacer à découvert en plein jour, sauf en cas de vie ou de mort. Et malgré ça, ils continuent de subir tous ces coups. En représailles, je pense que les sionistes ont intensifié leur massacre au cours des dernières 48-24 heures environ, en attaquant plusieurs maisons d'habitation très loin des lignes de front, tuant des familles entières dans plusieurs villages. C'est la seule chose que les Israéliens sont capables de faire en ce moment. Sur le champ de bataille, ils sont déjà vaincus. Quand on parle des attaques israéliennes contre le Liban, ils disent en gros qu'il s'agit de cibles du Hezbollah ou de choses liées au Hezbollah. Mais en réalité, de quoi s'agit-il exactement? Oui, la réalité de ces cibles, c'est que des familles entières sont anéanties. Et franchement, pourquoi un combattant du Hezbollah resterait-il dans un village du sud du Liban, au nord de Taloussa, avec toute sa famille, plusieurs générations? C'est une affirmation complètement absurde. Les combattants du Hezbollah ne restent pas avec leurs familles, et leurs familles ne restent pas dans leurs maisons habituelles. Ce sont surtout des familles pauvres, démunies, qui travaillent dans les champs, qui n'ont pas le choix, nulle part où aller. Elles ne veulent pas se retrouver dans des centres de réfugiés ou de déplacés. Elles veulent rester chez elles, vivre de leurs terres et pouvoir se nourrir par elles-mêmes.
Et c'est la grande majorité des victimes. De la même façon, on a vu plusieurs attaques contre des agriculteurs sur leurs terres, alors qu'ils labouraient leurs champs au cours des dernières 24 heures. Il y a aussi eu des enlèvements de bergers et d'agriculteurs dans les contreforts du plateau du Golan, puis le retour de certains d'entre eux. Tout cela montre à quel point les Israéliens sont désespérés. Ils ont littéralement une sorte de quota de morts à atteindre. Pour chaque soldat israélien tué ou blessé, ils estiment devoir tuer ou blesser un certain nombre de civils, parce qu'ils sont incapables d'obtenir de véritables victoires sur le champ de bataille. Est-ce que le Hezbollah obtient ces informations en utilisant des drones pour aller dans les régions et observer les regroupements de soldats israéliens? Et comment perçoivent-ils la situation en ce moment dans la partie sud? Combien de regroupements de forces israéliennes y a-t-il dans ces zones? Oui, alors le Hezbollah utilise plusieurs technologies pour suivre les déplacements des soldats israéliens. Bien sûr, l'une d'elles, ce sont ces drones FPV qui planent dans les airs. Ce qu'on a vu dans cette vidéo d'Al-Bayada, c'est que ces FPV ne servent pas seulement à attaquer, mais qu'il y en a aussi qui surveillent la zone et confirment les frappes, tout ça. Donc ça, c'est un type d'appareil. On a aussi vu dans d'autres vidéos que le Hezbollah utilise des systèmes de vision nocturne et de vision thermique pour suivre les mouvements des Israéliens pendant la nuit. Et on a vu plusieurs vidéos montrant les frappes enregistrées avec ces caméras de vision nocturne et thermique. Il y a aussi des drones de surveillance qui sont lancés en permanence, pas seulement ces drones suicides utilisés sur le champ de bataille, en plus des FPV, mais aussi des drones purement destinés à la reconnaissance. Et certains de ces drones sont très petits. Ils sont lancés, ils recueillent des informations, puis ils reviennent, ou pas, peu importe en fait. Et sur le terrain, il y a des hommes. Le Hezbollah a beaucoup de combattants entre les villages, dans les forêts et un peu partout qui observent tout. C'est aussi pour ça que, vu la géographie du Sud-Liban, on peut prévoir quel chemin les Israéliens devront emprunter pour avancer. Et sur ces chemins, s'ils doivent progresser, il y a déjà des pièges, des engins explosifs improvisés. Il faut aussi savoir que dès qu'il y a un mouvement mécanisé des troupes israéliennes, ils doivent envoyer leurs bulldozers en avant pour leur ouvrir la voie s'ils ne veulent pas passer par les routes principales, et ainsi de suite. Et c'est pour ça qu'on a vu le Hezbollah se concentrer ces 2 dernières semaines sur la destruction de tout le matériel de construction que les Israéliens font avancer. Une grande partie des soldats israéliens tués ou blessés sont en fait des entrepreneurs qui manipulent ces engins. Aujourd'hui, les Israéliens se retrouvent donc incapables de déplacer des colonnes mécanisées. Et quand ils font appel à des unités spéciales, des forces d'infanterie, comme c'était le cas il y a 2 nuits, en tentant d'avancer depuis la zone des fermes de Sheba vers le sud de la vallée de la Beka, cette unité spéciale est immédiatement tombée dans une embuscade. Ils étaient surveillés. Clairement, le Hezbollah observe toutes les bases et le moindre mouvement, même à pied, en pleine nuit. Ils ont donc dû extraire cette unité spéciale. Les capacités de surveillance du Hezbollah sont tellement avancées que hier, les Israéliens ont reconnu un des commandants de leur bataillon dans le nord avait été assassiné par le Hezbollah dans une attaque contre sa voiture à l'intérieur de la Palestine occupée. Vous voyez, il se déplaçait entre les bases. Et dans plusieurs vidéos FPV qu'on a regardées, on voyait des véhicules de commandement et de contrôle, des blindés avec toutes les antennes, ceux qui servent à diriger le champ de bataille, et le drone FPV entrait littéralement par la porte arrière. Donc, ils surveillent. Ils savent où se trouvent les centres de commandement. Ils savent où sont les commandants de ces bataillons.
Ils les frappent à l'intérieur des zones occupées du Liban. Ils les frappent aussi dans le nord de la Palestine. Tout cela montre des capacités de surveillance et de renseignement extrêmement avancées. On avait d'autres vidéos, Laith, qui montraient ces drones FPV frapper des systèmes de communication sans fil. Et à quoi servent exactement ces systèmes de communication sans fil? Pourquoi ont-ils besoin de les installer dans cette zone, dans le sud du Liban? Oui, donc plus ils sont éloignés de leur base à l'intérieur de la Palestine occupée, plus ils ont besoin de mettre en place des relais pour leur communication. Ces centres de communication, installés dans les zones occupées du sud du Liban, sont indispensables pour diriger et contrôler les mouvements des troupes, mais aussi pour fournir les coordonnées des tirs d'artillerie et des bombardements aériens. Alors, quand on regarde cette vidéo d'Al-Bayada et qu'on voit ces drones FPV viser les relais de communication installés à une fenêtre, puis une autre fenêtre, équipée de caméras avancées, et ensuite une autre partie du matériel de communication et de collecte d'informations, tout ça montre clairement que le Hezbollah connaît aussi chaque pièce d'équipement utilisée par les Israéliens et qu'il est capable de les identifier même quand elles sont dissimulées derrière une fenêtre ou ailleurs. Et l'utilisation des FPV, les sionistes n'ont toujours pas réussi à trouver de solution à ce problème. Ils dépensent des centaines de millions de dollars dans toutes sortes de projets pour essayer d'accélérer la recherche de solutions aux FPV. L'une de ces solutions absurdes, c'était d'installer des bâches et des filets de pêche au-dessus des zones où les soldats israéliens se rassemblent, dans les parties occupées du sud du Liban. Ce qui, en réalité, les rend encore plus faciles à repérer. C'est comme s'ils indiquaient directement au Hezbollah dans quelle maison, dans quel village les Israéliens se regroupent. Donc, même si on ne peut pas les atteindre avec un FPV, on peut très bien le faire avec un drone suicide ou des missiles guidés. En fait, les solutions proposées par les Israéliens face au FPV les rendent encore plus vulnérables face au Hezbollah. Israël pense qu'il va avancer dans le sud du Liban et qu'il veut annexer cette partie sud. On le sait. Comment voyez-vous la situation dans le nord d'Israël? Et est-ce qu'on a des informations sur de nouvelles attaques dans le nord du pays? Oui. Alors, ces attaques contre les batteries du dôme de fer ne sont pas isolées. Elles ne sont pas uniques par rapport aux autres attaques dans le nord de la Palestine. Ce qui les distingue, c'est que cette fois, il s'agissait d'une batterie de missiles de défense aérienne. Mais il y a des attaques constantes contre les maisons où se cachent les soldats israéliens. Il faut bien préciser pour les téléspectateurs que presque toutes les colonies situées à la frontière nord de la Palestine, ainsi que celles sur le plateau du Golan, sont des zones militaires. Et les habitants de ces colonies doivent faire partie du service militaire et parfois des services de renseignement. Donc, ce ne sont pas des résidents ordinaires, comme à Kiryat Shmona. Non, ce sont tous des soldats, des militaires ou des agents du renseignement. Et depuis environ 2 mois et demi, en gros, toutes leurs familles ont dû partir. Ceux qui restent dans les maisons font déjà partie du service et du combat. Ils sont regroupés à différents endroits et en même temps, on les traque. Et vous savez, le même travail de renseignement que le Hezbollah mène dans le sud du Liban, il l'utilise aussi dans le nord de la Palestine. Il traque ces soldats israéliens dans les maisons où ils se sont installés comme base temporaire. Les soldats israéliens ont dû vider leur base habituelle, mais non parce qu'elles étaient devenues des cibles trop faciles, n'est-ce pas? Alors, ils ont dispersé leurs troupes vers l'avant
dans des maisons résidentielles situées dans ces colonies de première ligne. Et maintenant, le Hezbollah les pourchasse là-bas. À vue d'œil, on peut voir certaines de ces colonies complètement détruites, à un niveau qu'on n'avait même pas vu pendant la guerre de 66 jours. Donc, je pense que les dégâts sont énormes. Les infrastructures et les communications, même dans ces colonies, sont aussi endommagées que les bases de première ligne. Hier, j'ai parlé avec le professeur Morandi. Il m'a dit que la destruction qui se produit dans le sud du Liban, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Tous ces bâtiments, ils vont tout reconstruire, et même mieux qu'avant. Mais quelle est l'histoire derrière tout ça? Parce que ce n'est pas quelque chose qui a commencé hier, ni avant-hier. Il y a toute une histoire, très longue, derrière ce qui se passe dans le sud du Liban. Ce n'est pas la première fois qu'Israël détruit tout. Qu'est-ce qu'on sait de ça? Qu'est-ce que vous pouvez en dire? Oui, en 1942, en 49, en 78, en 82, beaucoup, vraiment beaucoup de ces villages ont été complètement anéantis, détruits jusqu'à la dernière maison par les sionistes, à plusieurs reprises. Et à plusieurs reprises, la population libanaise, les gens du pays, ont reconstruit avec l'argent de leur famille élargie à travers le monde, qui continue encore aujourd'hui à les soutenir. Certaines de ces familles ont commencé à émigrer du Liban depuis les années 1800, vous voyez, et elles restent toujours liées à ces villages. Par exemple, si vous allez dans un endroit au Venezuela, vous trouverez tout un quartier, toute une communauté de Libanais vénézuéliens, tous originaires du même village. Et ils ont une association de villages qui porte le nom de leur village d'origine, celui dont ils ont émigré vers le Venezuela il y a 3 générations. Ils y retournent, ils investissent dans leur village, ils aident leur famille élargie et reconstruisent leur maison. Et au-delà de ça, bien sûr, il y a la générosité de tous les peuples du monde qui sont, vous savez, contre l'impérialisme, pour la libération de la Palestine. La générosité de l'Iran dans la reconstruction après la guerre de 2006. Donc ce n'est pas quelque chose de nouveau. Et je veux dire que ça remonte encore plus loin dans le temps. Vous savez, les croisés faisaient la même chose. Les croisés rasaient des villages entiers, des bourgs, des villes, et les dévoraient littéralement. Et pourtant, les gens ont reconstruit. Les villages portent encore les mêmes noms qu'il y a 6000 ans. Alors, quoi que fassent les sionistes, tant qu'ils ne brisent pas la volonté du peuple, tant que les gens tiennent à garder leurs racines liées à ces 6000 ans d'histoire, avec cette persistance à vouloir vivre, ils pourront reconstruire, et ils reconstruiront. Israël ne pourra pas contrôler la terre du Sud-Liban. Je pense qu'Israël, en général, vit les derniers jours de son existence. Ce sont des jours très très violents, mais ce sont bien les derniers jours, les convulsions d'un chien enragé qui va bientôt être abattu. J'ai vu une vidéo où vous parliez de la situation au Liban, à propos des réfugiés. Quelle est la situation de ces Syriens au Liban et qu'est-ce qui se passe là-bas? Vous savez, c'est une de ces histoires tristes dont on parle très peu. Bien sûr, on sait que 2 millions de Syriens sont devenus réfugiés au Liban pendant la guerre en Syrie. Puis il y a eu la prise de pouvoir du régime de Jolani et au moins 1 million de Syriens supplémentaires, issus des minorités, alaouites, chiites, chrétiens, druzes, ont traversé la frontière vers le Liban pendant ces jours de massacre. Aujourd'hui, ils sont dispersés dans tout le pays. Il y en a dans le sud, dans le nord, la plupart travaillant dans des emplois pénibles, dans les champs ou ailleurs. Et le gouvernement libanais, dans cette situation de guerre, avec des réfugiés syriens déplacés à l'intérieur même du Liban,
a fini par les abandonner. Et pour l'instant, aucune agence internationale ne leur apporte de soutien. On voit beaucoup de ces ouvriers agricoles syriens, avec toute leur famille, rester dans des zones très dangereuses. J'ai parlé tout à l'heure de ces bergers syriens qui ont été enlevés, parmi 8 ouvriers agricoles kidnappés par les Israéliens. Les civils libanais enlevés, eux, ont été rendus. Mais ces 2 ouvriers syriens, personne ne sait ce qu'ils sont devenus. Et le gouvernement d'Al-Julani ne va pas poser de questions à leur sujet. Et vous savez, Israël peut faire le pire. Je ne pense pas que qui que ce soit sur cette planète viendra lui demander des comptes pour ce qu'il a fait. De la même façon, il y a quelques jours, on a vu un autre père syrien. Il était sur sa moto, c'est un ouvrier agricole. Il transportait sa fille de 12 ans à l'arrière pour aller voir la famille. Et leur moto a été attaquée par un drone israélien. L'enfant a survécu, la fillette de 12 ans, et elle a couru dans les champs. Les Israéliens l'ont poursuivie avec 2 drones, 2 missiles de drone pour la tuer. Voilà un peu la situation dans laquelle se trouve la population syrienne. Vous savez, la vidéo dont vous parlez, le reportage que vous avez mentionné, a été tourné ici, sur le front de mer, près de la vieille ville de Beyrouth. C'est une zone où l'on organise des festivals, des événements, et où se trouvent toutes ces villes de tentes, abritant des réfugiés venus des villages du sud du Liban. Il y a aussi des réfugiés syriens installés dans cette même zone de tente. Et la police libanaise, ainsi que le gouvernement libanais, veulent par la force prendre ces réfugiés syriens qui campent là et les rejeter à la frontière avec la Syrie. Et bien sûr, beaucoup de ces personnes sont recherchées par le régime de Jolani, parce qu'elles appartiennent à des minorités et qu'elles seront maltraitées si elles retournent en Syrie. Will be abused if they return to Syria. So the Lebanese refugees in this tent city area. Les réfugiés libanais, installés dans cette zone de tente, refusent de partir vers les lieux proposés par le gouvernement libanais. Pas seulement parce que ces endroits sont limités, plus surpeuplés et manquent de services, mais aussi par solidarité avec leurs frères et sœurs syriens dans ce camp. Ils savent que si les réfugiés libanais partent, les réfugiés syriens resteront seuls, deviendront des cibles faciles, et personne ne sera là pour les protéger si le gouvernement libanais vient les maltraiter. La situation est difficile. Il y a aussi une autre situation similaire dans les camps de réfugiés palestiniens. Les camps du Sud sont devenus des cibles, et une grande vague de réfugiés palestiniens quitte ces camps du Sud pour se diriger vers le centre et le nord du pays. Là encore, c'est la surpopulation, sans service. En résumé, c'est la réalité des personnes déplacées dans le pays.